Je m'appelle Naomi Carter. J'ai 29 ans. Et il y a 3 jours, alors que j'allumais des bougies d'anniversaire dans mon propre jardin, tout en essayant d'éviter que mon fils ne se mette du glaçage plein les mains, l'homme qui m'a abandonné à l'âge de 15 ans a franchi mon portail. Il est entré, comme s'il avait encore sa place dans ma vie. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Ni pour mes anniversaires, ni pour ma remise de diplôme. Pas plus lors de mon mariage, que lors de la naissance de mon fils. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, en cet après-midi précis qui n'aurait dû appartenir qu'à mon enfant, il a décidé de surgir, sans invitation, pour faire comme si le temps avait tout effacé. À 15 ans, j'ai appris, avec précision, à quel point il était facile pour un parent de vous regarder, puis de décider, d'un coup, que vous n'étiez plus sa responsabilité. Il n'a pas claqué la porte de rage. Non, il a fait quelque chose de bien plus froid. Il m'a fait comprendre que j'étais jetable. Comme si j'étais une facture qu'il ne voulait plus payer, un simple objet que l'on pose dans un coin, sans jamais revenir le chercher. J'ai passé des années à bâtir une vie, une existence qui n'avait absolument rien à voir avec lui. Une vie sûre, une vie stable. Le genre de vie que j'avais autrefois supplié d'avoir, sans jamais l'obtenir. Alors, quand je l'ai vu là, debout près des ballons et des assiettes en carton, à regarder mon fils rire comme s'il faisait partie du décor, quelque chose en moi s'est figé. Un calme total m'a envahi. Je suis resté calme, bien plus longtemps que la plupart des gens ne l'auraient fait. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé jouer son rôle. Et puis, il a enfin révélé la véritable raison de sa présence. Cela n'avait rien à voir avec de l'amour, et encore moins avec du regret. Au moment où il m'a menacé de me poursuivre en justice pour 50 000 €, je n'ai plus ressenti qu'une immense clarté d'esprit. Quand je lui ai dit qu'il avait 5 minutes pour partir, je pensais fermement à chaque seconde de ce délai. Avant de vous raconter précisément ce qu'il attendait de moi, et comment cet anniversaire est devenu le jour où il a perdu, définitivement, le moindre pouvoir qu'il croyait encore avoir sur moi, dites-moi une chose. Quelle heure est-il chez vous, en ce moment même? Et d'où me lisez-vous? Je suis vraiment curieuse de voir jusqu'où cette histoire peut voyager. Quand j'avais 15 ans, j'ai cessé de croire que les adultes pensaient toujours ce qu'ils disaient, surtout lorsqu'ils qualifiaient une situation de « temporaire ». À cette époque, mes parents étaient déjà divorcés depuis un moment. Mon père avait passé des mois à agir comme si j'étais un problème de plus à régler, un vestige d'une ancienne vie qu'il s'efforçait d'oublier. Il avait une maison plus récente, une nouvelle routine, une nouvelle femme, et une nouvelle version de lui-même, où, curieusement, il n'y avait plus de place pour la fille qu'il avait pourtant aidé à mettre au monde. Je me répétais sans cesse que les choses allaient s'arranger. Je me disais qu'il était stressé. Je me disais qu'il finirait par se calmer, qu'il se souviendrait que j'étais encore une enfant. Puis, un jeudi soir d'octobre, il s'est tenu dans la cuisine, ses clés de voiture dans une main, sa tasse de voyage dans l'autre. Il m'a annoncé que je devais commencer à me débrouiller seul. Il en avait fini de m'assumer. Il l'a dit avec le même détachement qu'une personne annonçant qu'elle résilie un abonnement inutile. Pas de cris, pas de culpabilité, pas d'excuses. Juste une décision nette, et glaciale. Je me souviens l'avoir fixé, en me disant que s'il avait hurlé, la douleur aurait été plus supportable. Au moins, il y aurait eu de l'émotion. Mais lui, il était calme. Calme, comme si je n'étais plus qu'un fardeau qu'il était soulagé d'écarter. Je lui ai demandé où je devais aller. Il m'a répondu que j'étais bien assez intelligente pour trouver une solution. Je lui ai demandé s'il était sérieux. Il a rétorqué que j'avais l'âge d'arrêter de me comporter en victime sans défense. J'ai posé des questions sur l'école, sur mes vêtements, sur l'argent. J'ai rappelé que je n'avais que 15 ans, que je ne pouvais légalement rien faire de tout ce qu'il semblait s'attendre à me voir gérer du jour au lendemain. Il a simplement haussé les épaules, affirmant que j'avais toujours été trop dramatique. C'est ce soir-là que j'ai compris. Se sentir indésirable peut se manifester dans un silence bien plus lourd qu'on ne le croit. Il m'a fixé un ultimatum, 2 semaines. 2 semaines pour rassembler mes affaires, cesser de lui compliquer la vie, et disparaître dans l'avenir, quel qu'il soit, que je parviendrai à me bricoler. Cette nuit-là, j'ai dormi tout au plus 2 heures. Le lendemain au lycée, j'ai assisté aux cours d'algèbre, d'histoire américaine, puis au déjeuner, avec la sensation étrange de me déplacer sous l'eau. Au début, je n'en ai parlé à personne. Formuler les choses à haute voix les aurait rendues trop réelles. Mais dès le 2e jour, j'ai craqué sur le parking après les cours.
Ma meilleure amie m'a trouvé en larmes, pleurant si fort que je pouvais à peine respirer. Je lui en ai dit assez pour qu'elle comprenne la situation. Et cette simple discussion a changé le cours de ma vie. Ses parents ont alors fait ce que mon propre père avait refusé de faire, ils m'ont écouté. Ils ont posé des questions, montrant de la stupeur et de l'empathie à chaque fois que c'était nécessaire. Et puis, ils m'ont proposé de m'installer chez eux, le temps que nous trouvions une solution. Je me rappelle encore la honte qui m'envahissait en apportant mon sac de sport dans leur chambre d'amis. Je ne cessais de répéter merci, encore et encore. Je leur promettais de ne pas être un fardeau. J'attendais, chaque seconde, que l'un d'eux change d'avis. Mais personne ne l'a fait. C'est dans cette maison que j'ai terminé mes études secondaires. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un café, à quelques rues du campus. J'y travaillais les soirs et les week-ends. J'ai appris à sourire malgré la fatigue, à compter rapidement mes pourboires, et à masquer mon chagrin derrière la routine du quotidien. Les Parker ne m'ont jamais traité comme un cas social. Ils m'ont traité comme une adolescente ordinaire, qui avait droit à un cadre, à des repas chauds, et à un endroit sûr pour dormir. Tout cela semble évident, jusqu'au jour où l'on doit grandir sans en bénéficier. Mon père, de son côté, n'a jamais téléphoné pour savoir si j'allais bien en cours. Il n'a jamais demandé si j'avais besoin de bottes d'hiver, n'est jamais venu aux réunions de parents d'élèves. Il ne m'envoyait jamais de message pour mon anniversaire, sauf si cela servait son image de faire semblant de s'intéresser à moi. Une fois ou deux, j'ai reçu un court texte disant « J'espère que tu vas bien ». Même ces mots ressemblaient moins à de l'affection qu'à une opération de communication. À mes 18 ans, j'avais cessé d'attendre qu'il change, ou qu'il devienne quelqu'un d'autre. J'ai suivi des cours dans un community college, car c'était tout ce que je pouvais m'offrir. Plus tard, j'ai pu être transféré à l'université. J'ai construit ma vie étape par étape, un choix pragmatique après l'autre. Personne n'est venu me sauver. En revanche, j'ai appris la discipline. Je suis devenu plus perspicace, et particulièrement doué pour surmonter les déceptions. Quand on grandit de cette manière, on apprend à manipuler la joie avec précaution. On ne part pas du principe que le bonheur est éternel, on apprend, au contraire, à le protéger. C'est précisément pour cela que ce qui s'est passé à l'anniversaire de mon fils m'a touché en plein cœur. Il n'a jamais été simplement question d'une fête d'enfant. C'était la preuve que j'avais passé 14 ans à bâtir, patiemment, cette vie sûre que mon père estimait jadis hors de ma portée. Durant ma vingtaine, la simple survie a enfin laissé place à la stabilité. J'ai quitté le community college pour rejoindre l'université du Colorado. J'y ai obtenu mon diplôme, puis je suis devenu conseillère d'orientation scolaire. Ce métier prend tout son sens quand on connaît mon parcours. Les enfants le sentent tout de suite, ils savent si vous êtes l'adulte qui pense sincèrement ce qu'il dit quand il promet d'être là pour eux. Les familles en détresse ont, elles aussi, cette intuition. Je ne cherchais pas à impressionner le monde. Je voulais simplement devenir la personne solide dont j'avais moi-même tant manqué autrefois. C'est au cours de ces années-là que j'ai rencontré Evan. Notre rencontre s'est faite grâce à sa nièce, venue à une activité périscolaire que j'aidais à organiser. Evan était resté tard, ce soir-là, pour plier et ranger les chaises, plutôt que de me laisser faire tout le travail seul avec 2 enseignantes épuisées. Il était drôle, sans jamais en faire trop, patient, sans chercher à se donner en spectacle. C'était le premier homme capable de rendre la fiabilité si naturelle. Lorsque je lui ai parlé de mon père, il ne s'est pas empressé de me donner des conseils, ou de me dire que je devais pardonner pour passer à autre chose. Il a simplement reconnu que ce qu'on m'avait fait subir était injuste, et que personne ne devrait avoir à mendier des soins essentiels à un si jeune âge. Je savais que je l'aimais, bien avant de me l'avouer. Nous nous sommes mariés 4 ans plus tard, par un samedi venteux dans le Colorado, entouré d'amis proches, de la famille Parker, et d'un petit groupe de personnes qui incarnaient, pour nous, une véritable famille. Mon père n'était pas là. Il n'avait pas été invité. Et son absence ne m'a pas manqué. Puis, Milo est né. Un petit garçon plein de boucles, de rires, et de questions interminables. Il a 5 ans aujourd'hui. Chaque anniversaire passé à ses côtés est une preuve vivante que l'amour peut s'épanouir là où la peur régnait autrefois. Notre maison n'est pas immense, mais elle est chaleureuse. On y trouve des chaises de cuisine usées, un jardin à l'herbe irrégulière, des jouets qui finissent toujours par migrer dans toutes les pièces, et ce joyeux brouhaha dont je rêvais autrefois, quand j'étais jeune et terriblement seul. Le matin de la fête, dès 11 heures, Evan s'affairait déjà devant le barbecue,
retournant les burgers à l'aide de sa spatule. Une enceinte portable diffusait de la musique sur la table de la terrasse. De mon côté, j'attachais des ballons à la clôture, tout en surveillant Milo pour l'empêcher de grignoter discrètement le glaçage du gâteau avant l'arrivée des invités. Il y avait des briques de jus de fruits dans une glacière, des assiettes en carton empilées sur la table extérieure, et un de ces toboggans gonflables géants qui rendent les enfants complètement fous dès qu'ils le voient. C'était simple, bruyant, légèrement chaotique, et absolument parfait. Nos voisins sont venus. Quelques parents de la crèche de Milo aussi. 2 de mes collègues de travail avaient également amené leurs enfants. Chloé Parker est arrivée avec un sac rempli de cadeaux emballés et ce même sourire amusé qu'elle arbore depuis notre adolescence. Linda m'a serré dans ses bras si fort que j'ai failli en pleurer. Quant à Greg, il transportait des chaises pliantes comme si l'univers l'avait officiellement nommé responsable de la logistique de la fête. C'est exactement ce que je veux dire par « famille de cœur ». Ceux qui restent là, ceux qui bâtissent à vos côtés, et qui ne vous obligent jamais à passer une audition pour mériter leur attention. Quelques mois avant cette fête, j'avais remarqué un comportement étrange sur Internet. Mon père avait retrouvé l'une de mes photos de famille publique, et avait cliqué sur « J'aime ». Puis une autre, puis encore une autre. Aucun message, aucune explication. Juste de petites empreintes numériques que je trouvais plus intrusives qu'affectueuses. Je n'y ai prêté aucune attention. Je n'avais aucune envie de rouvrir une porte que j'avais mis tant d'années à sceller. Plus tard, un cousin à qui je parlais à peine m'a envoyé un message évasif. Il me demandait de mes nouvelles, et voulait savoir si j'habitais toujours dans la région de Denver. Cela m'a semblé lié. J'ai ignoré ce message également. J'avais appris depuis bien longtemps que lorsque les membres de ce côté de la famille se souvenaient soudainement de mon existence, c'était généralement parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Pourtant, je n'aurais jamais pensé qu'il oserait se déplacer en personne. Même les personnes les plus égoïstes comprennent d'ordinaire qu'un goûter d'anniversaire n'est pas le lieu idéal pour orchestrer un retour théâtral. Je l'ai sans doute surestimé. Vers 13h30, alors que les enfants couraient dans tous les sens et que les parents riaient près du barbecue, le portillon latéral a grincé. J'ai tourné la tête, car un sentiment d'oppression m'a envahi avant même que je ne l'aperçoive distinctement. Il avait vieilli, bien sûr. Ses tempes étaient plus grises, les rides autour de sa bouche plus profondes, et sa silhouette s'était épaissie. Mais je l'ai reconnu instantanément. Mon père se tenait là, au milieu de mon jardin, un sac cadeau orné de papier de soie coloré à la main, comme si cet accessoire suffisait à justifier sa présence. Pendant une seconde déconcertante, la vie autour de nous a continué son cours régulier. Un enfant a éclaté de rire sur le toboggan. Quelqu'un a demandé à Evan où il s'était procuré son barbecue. Une serviette en papier a volé sur la pelouse. Et puis, mon père a adressé un sourire à mon fils, comme s'il avait légitimement le droit d'être présent. Je n'ai pas couru vers lui. Je n'ai pas fait d'esclandre. Quelques années plus tôt, j'aurais sans doute été paralysé ou prise de panique. Mais la maternité a changé ma perception des choses. Quand on devient mère, la peur s'efface devant l'instinct. Ma première réaction n'a pas été dictée par la colère, ni par un besoin de règlement de compte. C'était une question de contrôle. À quelle distance se tenait-il de Milo? Combien de personnes nous regardaient? Serait-il capable de se comporter normalement pendant 5 minutes, ou allait-il tout gâcher dès qu'il ouvrirait la bouche? Il a légèrement soulevé le sac cadeau, comme un rameau d'olivier, avant de lancer « Ah, te voilà ». Puis, regardant au-delà de mon épaule, il a ajouté « Et voilà mon petit-fils ». Ces mots ont immédiatement sonné faux. Ce n'était pas techniquement inexact, mais c'était le ton d'appropriation qui me dérangeait. Il ne demandait pas l'autorisation, il s'imposait. Evan avait déjà remarqué le changement d'expression sur mon visage. S'éloignant du barbecue, il s'est approché, a posé délicatement une main sur mon dos, puis a salué mon père de sa voix calme. C'est ce ton particulier qui peut être accueillant ou menaçant, selon ce que vous méritez. Mon père s'est présenté, avec un naturel déconcertant, comme si nous nous rencontrions dans des circonstances ordinaires. Il agissait comme si 14 années d'abandon n'avaient été qu'un simple passage à vide, surmonté sans encombre. Il a dit à Evan qu'il était ravi pour nous. Il a prétendu qu'il avait l'intention de me recontacter depuis longtemps. Il s'est plaint des embouteillages, qui s'étaient révélés pires que prévu. C'était une remarque absurde pour quelqu'un qui n'avait jamais été invité. Je me souviens m'être fait la réflexion suivante,
certaines personnes mentent si souvent que cela en devient naturel, même lorsqu'elles commettent une violation flagrante, aussi bien émotionnelle que physique. J'ai demandé à Milo de rester près du toboggan avec ses copains, puis je me suis éloigné de quelques pas des invités. Evan a voulu m'accompagner, mais je lui ai fait un léger signe de la tête pour l'en dissuader. Ce n'était pas par orgueil, ou par désir d'affronter la situation seul. Je voulais simplement voir jusqu'où mon père oserait aller, s'il pensait avoir encore un accès libre à ma vie. Il m'a emboîté le pas jusqu'au fond du jardin, près de la clôture, là où les rires et les voix s'atténuaient suffisamment pour permettre une conversation privée. De près, je pouvais sentir l'odeur d'une eau de Cologne bon marché, mêlée à celle d'une angoisse mal dissimulée. Il m'a toisé rapidement du regard, évaluant silencieusement la vie que j'avais bâtie pour estimer ce qu'elle pouvait lui rapporter. Puis, il a adopté cette voix que je connaissais trop bien, ce ton posé et faussement raisonnable qu'il utilisait autrefois pour faire passer sa cruauté pour du pragmatisme. Il a annoncé qu'il comprenait ma colère, rappelant que j'avais toujours été une enfant sensible. Mais il espérait, disait-il, que le temps avait fait son œuvre et que je ne lui tiendrais plus rigueur du passé. J'ai failli éclater de rire face à tant d'audace. On garde de la rancune pour des broutilles. Or, ce qu'il m'avait fait subir n'avait rien d'un détail. Il a poursuivi en disant qu'il savait que je m'en sortais bien, une jolie maison, un bon mari, un quartier agréable. Il a même ajouté que j'avais l'air heureuse. Pendant un instant, je me suis demandé s'il réalisait à quel point ses paroles résonnaient comme une froide transaction commerciale. Puis, il en est venu au fait. Il a expliqué qu'il traversait une passe financière très difficile et qu'il avait cruellement besoin de mon aide. Il ne s'agissait pas d'un simple dépannage, ni d'un service temporaire. Il exigeait 50 000 €. Il a lâché le montant rapidement, comme si la vitesse de sa diction pouvait rendre la somme plus acceptable. Pensant avoir mal entendu, je lui ai demandé de répéter. C'est ce qu'il a fait. Cette fois, en y ajoutant des justifications, une affaire avait mal tourné, ses associés l'avaient trahi, et le marché était impitoyable. Il avait des comptes à rendre et devait réagir au plus vite. Je me suis contenté de le fixer en silence. Interprétant mon mutisme comme un signal d'ouverture, il a continué de plus belle. Il m'a dit que j'étais désormais en mesure de faire un geste, significatif, pour lui. Significatif. Ce mot me donne encore aujourd'hui la chair de poule. Puis, estimant sans doute que l'avidité n'était pas assez hideuse en soi, il a choisi de la draper dans les souvenirs d'enfance. Il m'a rappelé qu'il avait payé pour le toit au-dessus de ma tête quand j'étais petite, qu'il m'avait nourri. Il a insisté sur le fait qu'élever un enfant demandait de l'argent, des sacrifices, et que c'était peut-être aujourd'hui à mon tour de lui renvoyer l'ascenseur. J'ai senti tout mon corps se figer. Je lui ai demandé s'il était vraiment en train de se tenir dans mon jardin, pendant l'anniversaire de mon fils, pour essayer de me facturer rétroactivement le simple fait d'avoir été sa fille. Il a froncé les sourcils, comme si je déformais ses propos. Il a décrété que je me laissais déborder par mes émotions, affirmant qu'il ne réclamait que ce qui était juste. C'est alors qu'il a baissé la voix, commettant l'erreur fatale qui allait tout changer. Il m'a prévenu que si je refusais de l'aider de mon plein gré, il était prêt à envisager d'autres recours. Des recours juridiques. Il a glissé qu'il y avait des secrets de famille que je n'aimerais sûrement pas voir étalés devant un tribunal. Il l'a dit sur un ton détaché, mais la menace était on ne peut plus claire. À ce moment précis, quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. Ce n'était pas un adoucissement, mais une certitude froide. Tout mon trouble s'est envolé. La toute petite part de moi qui s'était demandé si l'âge l'avait assagie est morte là, au pied de cette clôture, alors que les rires des enfants résonnaient à peine 10 mètres plus loin. Je l'ai regardé droit dans les yeux, puis je lui ai dit, « Tu as 5 minutes pour quitter ma propriété. » Il a cligné des yeux, stupéfait de constater que je ne cherchais pas à me disputer, à le supplier ou à négocier. Puis, il a arboré ce sourire que je connaissais bien, celui que je redoutais quand j'étais assez jeune pour croire que les adultes agissant ainsi détenaient une vérité qui m'échappait. C'était le sourire d'un homme convaincu que la pression finit toujours par payer. Il s'est penché légèrement vers moi, murmurant, « Naomi, ne fais pas ça devant ta petite famille. » Comme s'il avait le moindre droit d'employer ces mots, comme si mon foyer n'était qu'un moyen de chantage à sa disposition. J'ai répété, 5 minutes. Son sourire s'est immédiatement évanoui. Il aurait dû partir à ce moment-là. N'importe quelle personne sensée l'aurait fait. Même un égoïste doué d'un minimum d'instinct de conservation aurait compris son erreur de calcul, et se serait éclipsé avant que les dégâts ne soient irréversibles.
Mais mon père avait toujours confondu la proximité avec l'autorité. Il a jeté un coup d'œil vers la terrasse, là où Milo montrait l'un de ses nouveaux camions de pompiers à un autre petit garçon, puis s'est tourné de nouveau vers moi. Je pouvais presque voir les rouages s'activer dans son esprit. Il s'imaginait que la présence des invités lui donnait l'avantage. Il pensait que mon désir de préserver l'ambiance de la fête me pousserait à céder à ses exigences. Il était persuadé que son statut de grand-père biologique lui conférait un rôle incontestable. Il se trompait lourdement sur ces 3 points. Il a proposé d'entrer pour discuter au calme. J'ai refusé. Il a tout de même fait un pas vers la porte arrière. Sans précipitation, sans fioriture. Un geste calculé, destiné à me faire comprendre qu'il considérait mes limites comme négociables. Je me suis immédiatement interposé. Il m'a ordonné d'arrêter d'agir comme une folle. Je lui ai répété de partir. Il a affirmé que j'exagérais pour un simple prêt d'argent, arguant que n'importe quelle fille digne de ce nom écouterait son père. Je me rappelle la chaleur précise du soleil sur ma joue, l'odeur de charbon de bois s'échappant du barbecue. Tout me paraissait irréel, me tenir là, vêtu d'une jolie robe de fête, pendant que l'homme qui m'avait abandonné tentait de s'immiscer de force dans mon existence. Evan s'est dirigé vers nous dès qu'il a vu mon père s'orienter vers la maison. Chloé s'en est rendu compte également. Je sentais les regards converger vers nous depuis tous les coins du jardin. C'était ce basculement subtil, ce moment où les invités perçoivent une vive tension entre adultes, et cessent de feindre l'indifférence. Comprenant qu'il avait désormais un public, mon père, au lieu de reculer, a redressé les épaules comme un acteur s'apprêtant à monter sur scène. Il a lancé, assez fort pour qu'Evan puisse l'entendre, qu'il cherchait simplement à avoir un entretien privé avec sa fille, et qu'il n'appréciait pas du tout d'être traité comme un malfaiteur. C'est à cet instant précis que j'ai réalisé sa stratégie, il tentait de me piéger en utilisant ma propre politesse contre moi. Si je lui parlais doucement, il se ferait passer pour la victime. Si je haussais le ton, il feindrait la peur. Et si je m'en allais, il en profiterait pour s'approcher de Milo, et se présenter comme son grand-père à tous ceux qui l'écouteraient. Il y a des moments dans la vie où l'on comprend que rester poli équivaut à capituler. Il a tenté de me contourner une nouvelle fois. Je lui ai fermement saisi le poignet pour lui barrer la route. Ce n'était ni pour lui faire du mal, ni pour le punir. Je voulais simplement l'arrêter, lui rendre physiquement impossible d'avancer d'un pas de plus vers mon fils ou ma maison. Sa peau était plus fine que dans mes souvenirs. Il a sursauté, pris de court. J'ai maintenu ma prise et j'ai dit, très distinctement, ne fais pas un pas de plus. Tu as 5 minutes pour quitter ce jardin, sinon j'appelle immédiatement la police. Autour de nous, plusieurs conversations se sont brutalement tues. Evan se tenait désormais à mes côtés. Il ne me touchait pas, mais il était là, solide, attentif et prêt à intervenir. Le visage de mon père a viré au rouge. Il m'a ordonné de le lâcher. Je n'ai pas bougé. Il a tenté de se dégager trop brusquement d'un coup sec, et a grimacé de douleur. Plus tard, lorsqu'il a enfin pu retirer sa main, une marque sombre commençait déjà à apparaître là où mes doigts l'avaient serré. Il a regardé son poignet d'un air presque ravi, comme s'il venait de recevoir une preuve inespérée. Un argument solide qu'il pourrait brandir et retourner contre moi. Il a commencé à m'accuser de l'avoir agressé, répétant qu'il était seulement venu en paix, et affirmant que j'étais mentalement instable. Mais cette mise en scène n'a fait que révéler sa véritable nature à tous les invités présents à proximité. Chloé a été la première à réagir, personne ici n'est dupe de ton manège, a-t-elle lancé. L'une de mes collègues s'est alors rapprochée de Milo, et a doucement éloigné le groupe d'enfants vers le toboggan gonflable. Greg Parker, qui avait porté mon sac de voyage chez lui lorsque j'avais 15 ans, s'est levé lentement de sa chaise pliante. Il affichait le calme imperturbable d'un homme qui sait qu'il n'a pas besoin de crier pour mettre un terme à des stupidités. Mon père a promené son regard autour de lui, réalisant que le public qu'il pensait manipuler n'existait pas. Ce n'était qu'un simple jardin, certes, mais c'était le mien. Et il était rempli de personnes qui me connaissaient, ce qui avait bien plus d'importance que les liens du sang. Evan lui a ordonné de partir sur le champ. Mon père m'a pointé du doigt, jurant que cela ne s'arrêterait pas là. Il m'a promis que je regretterais cette humiliation, ajoutant que si je voulais jouer la carte de la fermeté, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Puis, il a reculé vers la barrière, en serrant toujours son poignet. Il est parti, abandonnant derrière lui sur la pelouse les derniers vestiges de sa dignité. Le portillon a claqué. Pendant quelques instants,
je n'entendais plus que les battements de mon propre cœur. Puis, de manière presque incroyable, la fête a repris son cours. Quelqu'un a baissé la musique. Quelqu'un d'autre m'a proposé un verre d'eau. Milo a couru vers moi, demandant si c'était enfin l'heure du gâteau, et si les grands avaient fini de discuter. J'ai fait l'effort de lui sourire. Je suis convaincu que les enfants ne devraient jamais porter le poison des adultes, surtout lorsqu'ils ont encore les doigts collants de sucre et le visage illuminé par le soleil. Nous avons coupé le gâteau, chanté en chœur, puis ouvert les cadeaux. J'ai tenu le coup le reste de l'après-midi grâce à mon seul instinct, mais l'atmosphère n'était plus la même. La fête n'a pas été gâchée pour autant, mais elle avait perdu son innocence. Une fois les derniers invités partis, laissant derrière eux un jardin parsemé de gobelets en carton, de papier cadeau déchiré et de ballons dégonflés, je me suis assise à la table de la cuisine avec Evan. Je lui ai enfin raconté tout ce que je n'avais pas réussi à formuler plus tôt. Non seulement ce que mon père exigeait, mais tout le reste, sa froideur passée, l'ultimatum des 2 semaines quand j'avais 15 ans, les années de silence, et ses récents messages intrusifs. Je lui ai expliqué à quel point cette nouvelle menace ressemblait à un vieux schéma familier, revenant simplement sous une autre forme. Evan m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini de parler, il a tendu le bras au-dessus de la table pour me prendre la main. Il m'a assuré, il ne s'approchera plus jamais de Milo. J'ai acquiescé. Pourtant, je ne mesurais pas encore à quel point mon père était déterminé. 2 jours plus tard, j'ai ouvert la boîte aux lettres et j'y ai trouvé une enveloppe provenant d'un cabinet d'avocats. Mon nom était dactylographié sur le devant. Avant même de l'ouvrir, je savais que le contenu serait toxique. Certains pressentiments ne relèvent pas de l'anxiété, ils découlent de l'expérience. À l'intérieur se trouvait une lettre rédigée par l'avocat de mon père. On m'y accusait de retenir indûment la somme de 50 000 € qui lui appartiendrait prétendument, évoquant de vagues actifs familiaux antérieurs et des arrangements financiers non documentés. Cette dernière expression était si ridicule qu'elle m'a arraché un rire jaune au beau milieu de l'allée. Des arrangements financiers non documentés. En d'autres termes, une pure invention habillée d'un jargon juridique. Mais la suite du courrier prêtait moins à sourire. On y affirmait qu'il était prêt à engager des poursuites formelles si je refusais de coopérer. La lettre évoquait des dommages et intérêts, sous-entendant que j'avais agi de manière malhonnête. Le texte était rédigé dans ce style châtié, froid, conçu pour donner de l'importance et du crédit à de parfaites inepties. Debout dans l'allée, l'enveloppe à la main, j'ai senti mes dernières hésitations s'évanouir. Jusqu'alors, une partie de moi avait espéré que l'incident de l'anniversaire n'avait été que le coup d'éclat désespéré d'un homme aux abois. Un comportement odieux, certes, mais isolé, qu'il regretterait et oublierait dès qu'il comprendrait que je ne céderais pas. Au lieu de cela, il a choisi l'escalade. Il avait déniché un avocat d'accord pour coucher ses mensonges sur du papier officiel, et les envoyer à la fille qu'il avait abandonnée à son propre sort à l'âge de 15 ans. Je suis rentré, et j'ai posé le courrier sur le plan de travail de la cuisine, sans dire un mot. Evan l'a lu, puis il m'a regardé. Il affichait cette colère froide qui rend les hommes d'ordinaire calmes très impressionnants. Il n'a pas dit, on devrait peut-être ignorer ça. Il n'a pas dit non plus, ton père traverse sûrement une période difficile. Il a simplement tranché, on engage un avocat dès aujourd'hui. Dès midi, nous avions obtenu un rendez-vous avec Andrea Flor, une avocate de Denver réputée pour sa perspicacité et son efficacité. C'est un collègue d'Evan qui nous l'avait chaleureusement recommandé. Je l'ai appréciée dès les premières minutes. Elle n'a pas perdu une seule seconde à idéaliser ou à s'apitoyer sur notre conflit familial. Après avoir lu la lettre et posé quelques questions ciblées, elle a prononcé les mots exacts que j'avais besoin d'entendre, ce dossier est vide, c'est un travail bâclé. Et l'enjeu ici n'est pas juridique, il s'agit purement d'une tentative d'intimidation. Elle nous a expliqué que les personnes comme mon père comptaient souvent sur le poids du passé affectif pour compenser leur manque flagrant de preuves. Ils partent du principe que la honte, la fatigue et la peur pousseront l'autre partie à accepter un accord financier à l'amiable, simplement pour s'en débarrasser. Elle a ajouté un autre détail crucial, mon père ne pourrait pas se servir de son poignet prétendument blessé pour se victimiser, dès lors que l'ensemble des faits démontraient une violation de propriété, du harcèlement et des manœuvres d'intimidation de sa part. Elle m'a ensuite demandé si j'avais conservé des documents ou des traces écrites de mon adolescence. Au début, j'ai pensé que non. Puis, mes souvenirs ont commencé à rouvrir des tiroirs que j'avais longtemps laissés verrouillés. J'avais encore de vieux emails scolaires.
J'ai retrouvé la copie d'une fiche d'urgence du lycée où figuraient les coordonnées des parents de Chloé, et non celles de mon père. J'ai remis la main sur des avis d'imposition liés à mes premiers petits boulots, ainsi que sur des demandes d'aides universitaires prouvant l'absence totale de soutien parental. J'avais aussi de vieux messages d'un cousin, qui évoquait le fait que tout le monde savait pertinemment que mon père avait refait sa vie en m'abandonnant à mon sort. Chloé se souvenait de tout. Linda et Greg également. Soudain, mon passé n'était plus seulement une source de douleur, c'était devenu un dossier solide, étayé par des preuves. Durant les 48 heures qui ont suivi, la table de notre salle à manger s'est transformée en un véritable champ de bataille administratif. J'ai créé des dossiers, imprimé des chronologies détaillées. Andrea nous a aidés à faire le tri entre les éléments pertinents et le reste. Notre objectif n'était pas de déballer toute ma vie en public. Nous voulions ériger un rempart de faits indiscutables, qui démontrait à quel point la plainte de mon père était absurde. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à m'appeler en numéro masqué. Pas de façon continue, mais assez régulièrement pour que ce soit pénible. Il me laissait des messages vocaux. Le premier était d'un ton moralisateur. Le second s'apparentait presque à des supplications. Au troisième message, il était fou de rage. Il m'accusait de le pousser à bout, affirmant que j'aurais dû l'aider naturellement, comme on le fait au sein d'une vraie famille. Andrea m'a conseillé de conserver précieusement chaque enregistrement. L'un d'eux s'est révélé particulièrement crucial. Mon père y déclarait qu'il avait espéré ne pas avoir à faire intervenir d'avocat, mais que je ne lui avais pas laissé le choix après l'avoir ainsi humilié devant tout le monde. C'était l'aveu, la vérité formulée de sa propre bouche. Ces menaces juridiques n'avaient aucun rapport avec une quelconque somme d'argent qu'il estimait légitime. C'était de la pure vengeance, parce que je l'avais éconduit publiquement et qu'il avait perdu la face. Andrea a eu un sourire de satisfaction en écoutant ce message. Elle a admis que cela ne suffirait pas à gagner le procès à soi seule, mais que cela mettait parfaitement en lumière ses réelles motivations. Parallèlement, la rumeur sur ce qui s'était passé à la fête a commencé à se propager discrètement dans notre entourage. Ce n'est pas parce que j'avais colporté l'histoire de manière théâtrale. C'est simplement ce qui se produit inévitablement lorsque des adultes assistent à une scène fâcheuse, puis partagent leurs impressions. L'une des mamans de la crèche m'a envoyé un SMS pour s'assurer que j'allais bien. Un voisin s'est proposé de témoigner en ma faveur si nécessaire. Quant à Chloé, elle était hors d'elle. C'était cette sainte colère que seuls les amis d'enfance fidèles peuvent ressentir pour vous. Elle m'a confié que mon père lui avait fait penser à ces hommes imbus d'eux-mêmes, persuadés qu'ils peuvent terroriser et soumettre les femmes en haussant le ton. J'aimerais pouvoir dire que tout cela m'a immédiatement fait me sentir forte, mais ce ne fut pas le cas. Cela m'a surtout épuisée. C'est une lassitude bien particulière que d'être brutalement ramené à un rôle du passé, que l'on a pourtant combattu avec acharnement pour dépasser. Pendant les nuits qui ont suivi, une fois Milo endormi, je suis resté longtemps immobile devant sa porte. Je le regardais respirer paisiblement, me promettant solennellement que ce schéma destructeur s'arrêterait définitivement avec moi. Une fois, Evan m'a surprise à cet endroit et m'a demandé si ça allait. J'ai répondu que oui, mais il me connaissait trop bien pour me croire. Il a passé un bras autour de mes épaules et m'a dit doucement, « Tu n'as plus 15 ans, Naomi. » Ces mots ont résonné en moi parce qu'il avait raison. À 15 ans, j'avais survécu en acceptant les miettes de sécurité que de bonnes âmes voulaient bien m'offrir. À 29 ans, j'avais une voix pour m'exprimer, un vrai foyer, une excellente avocate, et des proches qui m'aimaient sans condition. Alors, quand Andrea a suggéré de formuler une réponse officielle rejetant fermement toutes les accusations et les mettant en garde contre toute récidive de harcèlement, j'ai accepté sans la moindre hésitation. Et quand elle a ajouté que nous pourrions, si nécessaire, aller plus loin et rendre la vérité impossible à dissimuler pour lui, j'ai également dit oui. Mon père cherchait l'affrontement par le chantage et le secret. Il allait faire face à une riposte implacable, reposant uniquement sur des preuves tangibles. Le courrier de réponse d'Andrea est parti le vendredi matin. Il rejetait intégralement sa plainte, exigeait que toute communication passe désormais exclusivement par nos avocats, soulignait l'absence de base juridique, et prévenait que si mon père persistait à importuner ma famille, nous n'hésiterions pas à saisir les tribunaux. Pour la première fois depuis qu'il avait franchi le portail de mon jardin, j'ai éprouvé un sentiment proche du soulagement. Non pas que l'affaire soit totalement classée, mais elle sortait enfin de l'ombre, cette pénombre où les hommes de sa trempe excellent. Cependant, je connaissais mon père. Il détestait perdre en privé presque autant qu'il détestait l'échec public. Alors,
avant qu'il ne tente de déformer la réalité pour s'attribuer le beau rôle, j'ai pris une décision qui aurait terrifié l'adolescente de 15 ans que j'étais. J'ai révélé la vérité. Sans éclat de voix, sans colère, et sans diatribe stérile. Juste les faits. J'ai publié sur ma page Facebook personnelle un récit sobre et factuel. J'y expliquais que l'homme qui m'avait abandonné à l'adolescence s'était présenté sans y être invité à l'anniversaire de mon fils, qu'il m'avait réclamé 50 000 €, menacé de poursuites judiciaires face à mon refus. Et qu'il tentait désormais de m'extorquer de l'argent par le biais d'une plainte calomnieuse, après m'avoir privé pendant des années de tout soutien paternel. Je n'ai pas exagéré. Je ne l'ai pas insulté, et je n'ai pas cherché à dicter aux gens ce qu'ils devaient penser. Je n'ai partagé aucun détail intime concernant mon fils. J'ai simplement dit la vérité, avec le détachement des adultes qui ont enfin cessé de craindre de révéler la laideur des actions d'autrui. Puis, je me suis déconnecté, et j'ai posé mon téléphone, écran face contre table. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Mes amis d'université ont réagi les premiers, suivis des voisins, des membres de la communauté scolaire, puis de personnes qui connaissaient des bribes de mon passé, mais qui n'en avaient jamais eu une vision d'ensemble. Certains messages m'ont particulièrement touché. L'un d'eux provenait d'une mère de famille que je connaissais à peine. Elle m'écrivait qu'elle était heureuse de savoir que mon fils grandirait en comprenant ce que signifiait imposer des limites saines. Un autre venait d'une de mes anciennes élèves, aujourd'hui étudiante. Elle se souvenait encore de mes paroles, l'amour sans la sécurité n'est pas un amour véritable. Je suis resté assise à lire ces lignes, les larmes aux yeux. Parfois, les leçons que l'on passe des années à enseigner aux autres sont précisément celles que l'on doit appliquer à soi-même. Dès le soir même, des membres de ma famille élargie ont commencé à me contacter. Tous ne l'ont pas fait avec bienveillance. Quelques-uns m'ont demandé de supprimer la publication, estimant que les affaires familiales devaient rester d'ordre privé. Cet argument m'a toujours fait sourire. On invoque volontiers le secret de famille dès lors que la vérité dérange les coupables. Mais d'autres proches, dont deux à qui je n'avais pas adressé la parole depuis des années, ont admis qu'ils n'étaient nullement surpris. L'un d'eux a même confié que mon père s'était brouillé avec la moitié de son entourage pour des questions d'argent et à cause de son orgueil démesuré, bien avant de s'en prendre à moi. C'est alors qu'est survenue la conséquence qu'il n'avait pas du tout anticipée. La femme avec qui il partageait sa vie m'a contacté en privé. Son message était court, empreint de stupeur et de retenue. Elle m'expliquait qu'elle savait nos relations distantes, mais qu'elle ignorait la gravité de ses actes passés, et encore moins ses menaces de procès pour de l'argent. Elle m'a remercié pour ma franchise et l'objectivité des faits rapportés. Une semaine plus tard, Andrea m'a informé que les avocats de mon père souhaitaient négocier un abandon des poursuites, en toute discrétion. Discrètement. Encore ce mot. Mais cette fois, nous avons refusé d'entrer dans son jeu. Andrea a exigé un désistement d'instance totale, ainsi qu'un engagement écrit précisant qu'aucune autre réclamation ne serait formulée à l'avenir. Elle a également demandé le remboursement des frais de justice que cette procédure abusive nous avait occasionnés. Ils ont tenté de résister au début, puis ils ont fini par céder. Il faut dire que le dossier était totalement vide. Il ne reposait sur rien. Il n'y avait là que de l'orgueil, du désespoir, et la conviction erronée que je réagirais encore comme la jeune fille terrifiée qu'il avait jadis chassée avec un préavis de 2 semaines. La plainte a été retirée. Les courriers d'intimidation ont cessé, tout comme les appels en numéro masqué. Et parce que sa fierté ne pouvait supporter les dégâts causés à sa réputation dans son propre cercle, mon père a fait une dernière chose que je n'aurais jamais cru possible. Il a publié une déclaration où il feignait de regretter ces malentendus, et nous souhaitait sincèrement la paix. Ce n'étaient pas de vraies excuses, mais un simple pansement pour tenter de sauver les apparences. Mais à ce stade, cela n'avait plus aucune importance. Son poignet avait guéri, mais sa réputation, elle, était définitivement ternie. Plusieurs membres de sa famille ont pris leur distance. Un de ses contacts professionnels dont il aimait se vanter s'est également éloigné, estimant que son jugement laissait à désirer. La femme qui partageait sa vie l'a quitté. Mais surtout, il a dû renoncer à son illusion, celle de pouvoir revenir dans ma vie et d'y être traité en père, sous le seul prétexte que nous partagions le même sang. Il a tout perdu. Non pas parce que j'avais crié plus fort que lui, mais parce que j'avais cessé de le protéger des conséquences de ses propres actes. Après cela, le calme est revenu. Pas en un jour, mais de manière progressive. Evan et moi nous accordions une soirée par semaine rien que pour nous, une fois Milo couché. Les discussions juridiques y étaient formellement interdites.
Chloé s'amuse encore à dire qu'elle aurait dû faire payer l'entrée pour ce qui restera la pire apparition d'anniversaire du Colorado. Linda continue de me répéter que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Et je commence enfin à la croire. Milo, lui, reste égal à lui-même. Il garde en mémoire les ballons, le gâteau, le toboggan et ses camions. Il does not remember the man at the gate, et je ferai tout pour qu'il en soit ainsi le plus longtemps possible. La leçon qu'il faut en tirer n'est pas que la vengeance doive être spectaculaire pour être libératrice. Parfois, la plus grande force consiste à rester debout, à dire la vérité, et à refuser de laisser quiconque minimiser les blessures infligées, sous prétexte que des années se sont écoulées. La famille ne se définit pas par ceux qui vous ont donné la vie. Elle se définit par ceux qui vous protègent, ceux qui restent à vos côtés, et qui vous rappellent votre valeur alors qu'il aurait été tellement plus simple de s'en aller. Fixer des limites n'est ni cruel, ni égoïste, ni irrespectueux. Parfois, ériger des barrières est le plus bel acte d'amour qu'un parent puisse accomplir. C'est protéger ses propres enfants pour leur éviter d'hériter d'une souffrance qu'ils n'ont jamais mérité de porter. J'ai longtemps pensé que mon père m'avait volé quelque chose que je passerais le reste de mon existence à tenter de remplacer. Aujourd'hui, je sais qu'il a fait autre chose. Il m'a montré, par le contre-exemple, le type de foyer toxique que je refuserais toujours de laisser s'installer autour de mon fils. S'il y a une leçon à retenir de mon parcours, c'est peut-être celle-ci: vous avez le droit de fermer la porte à ceux qui ne se souviennent de vous que par intérêt. Vous avez le droit de préférer la sérénité à la culpabilité. Vous avez le droit de bâtir une vie si saine, et si authentique, que ceux qui vous ont autrefois brisé ne sauront même plus reconnaître la femme forte qui se tient aujourd'hui devant eux.